Alors, eh bien, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire du programme C2E à Vélo 2. Donc, je suis Mathilde Pajot-Mancheron, animatrice de ce programme au service transport et mobilité de l'ADEME. Et je suis ravie de vous voir aussi nombreux aujourd'hui pour assister donc à ce deuxième webinaire intitulé Agir pour le vélo avec ou sans la compétence mobilité, pardon. Donc c'est un sujet qui est vraiment au cœur de nombreux questionnements et questionnements justement auxquels le CEREMA et les intervenants qui vont prendre la parole aujourd'hui et que je remercie dès maintenant vont vous apporter des éléments de réponse au travers diverses solutions. Du coup, je laisse tout de suite la parole à Flavien Lopez du CEREMA et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci Mathilde, bonjour à tous. Donc on est très heureux de pouvoir animer ce second webinaire. On va passer donc 2 heures ensemble pour aborder la question de la gouvernance pour favoriser le développement de l'usage du vélo. Eh bien, cette gouvernance, lorsqu'on y pense, il faut se référer à plusieurs compétences qui sont en votre possession ou non, et qui peuvent être plus ou moins favorables justement au développement de l'essor du vélo. Et donc, il faut travailler à l'articulation de ces différentes compétences, éventuellement en interne, en concertation avec les usagers, voire en concertation avec les collectivités avec lesquelles vous travaillez. Donc, sur la base de ces constats, eh bien, nous avons concocté un programme qui va s'appuyer sur trois principaux temps et que je vais vous présenter tout de suite, très rapidement. Euh, voilà, je partage mon écran pour vous montrer l'application Klaxoon qu'on utilisera tout à l'heure pour réaliser un certain nombre de travaux participatifs, trois travaux participatifs en particulier, mais je n'en dis pas plus pour garder un peu de suspense. Et donc, comme vous le voyez ici, nous aurons trois temps principaux du webinaire. Le premier consistera à voir quelles sont les principales compétences pour développer le vélo dans les territoires, et notamment quelles sont les compétences à mettre en synergie pour en citer quelques-unes, pour l'instant, je peux parler du pouvoir de police, de la compétence des gestionnaires de voirie et de la compétence mobilité. Ça, ce sera une première partie durant laquelle interviendra Thomas Joanneau du CEREMA. Ensuite, il y aura une seconde partie du webinaire durant laquelle chacun d'entre vous pourra se retrouver dans l'une ou l'autre des sous-parties, puisqu'il s'agira de voir comment, avec ou sans la compétence mobilité, vous disposez de leviers d'action pour engager des politiques cyclables ambitieuses. Ça, c'est une présentation qui sera réalisée par des personnes du CEREMA qui travaillent spécifiquement sur ces thématiques de la mobilité. Et puis, enfin, on aura une troisième partie un peu avec le même mode de fonctionnement que ce qu'on a eu lors du premier webinaire. Là, on aura des retours d'expérience d'acteurs, notamment des acteurs lauréats de l'appel à projet Véloa. Donc, on aura le cycloval chronologiquement qui viendra nous présenter comment est-ce qu'il a organisé sa gouvernance par la concertation avec Pierre Guilbault qui est parmi nous aujourd'hui. Et puis ensuite, on aura le conseil départemental de Loire-Atlantique. C'est un département qui loue des vélos avec le service Vélila et une présentation qui nous sera faite par Valérie Breillet-Jaunâtre. Voilà, je n'en dis pas plus pour le déroulement du webinaire. Ce que je peux vous rappeler, c'est qu'il se veut participatif, donc vous avez le chat à votre disposition, le dialogue en ligne, c'est ça qui est souvent inscrit en bas de l'écran. Vous pouvez y inscrire des questions, vous pouvez éventuellement à certains moments lever la main également, et nous prendrons soin de relayer vos demandes aux intervenants. Donc je vais à ce moment du webinaire donner la main à Thomas Joanneau qui va vous parler des compétences pour développer le vélo et de comment est-ce qu'on peut imaginer les mettre en synergie. Bonjour à toutes et à tous. Oui, quelques mots d'introduction pour replacer cette compétence mobilité qui fait l'objet de ce webinaire aujourd'hui, la replacer au cœur de l'ensemble des leviers dont on dispose pour développer l'usage du vélo, les leviers de gouvernance. Et on a pour habitude de distinguer trois leviers principaux de gouvernance. Ce ne sont pas les seuls, mais voilà, l'idée c'était de vous en donner quand même quelques aperçus. Voilà les trois
principaux donc, compétences et pouvoirs que l'on distingue. Donc, d'une part, la compétence mobilité, je ne reviens pas dessus, elle vous sera détaillée par notamment Mathias Jante et puis Julien Philippot tout à l'heure. Mais on a aussi donc, la compétence voirie et le pouvoir de police dont je voulais vous dire quelques mots. Donc, je commence par cette compétence voirie. Qu'est-ce que c'est la compétence voirie? Eh bien, c'est le fait pour une collectivité d'avoir en responsabilité la création, l'aménagement ou l'entretien d'un réseau de voiries identifiées. Qu'est-ce qu'on entend par création? Eh bien, on entend la construction de voies nouvelles, mais ça peut être aussi l'ouverture à la circulation du domaine privé de la collectivité. Par aménagement, on entend modification de profil, équipement. Ça peut être aussi, par exemple, le fait de réserver une partie de la voie précédemment affectée à la circulation générale à la circulation des cycles pour créer une piste cyclable. On est dans l'aménagement d'une voirie. Et puis, il y a aussi, bien sûr, l'entretien. Alors, qui exerce la compétence voirie sur le territoire, et en particulier pour les aménagements cyclables? Eh bien, l'État est compétent, bien sûr, sur les routes nationales. Les départements sont compétents sur les routes départementales. Ça devient un peu plus compliqué quand on s'intéresse aux établissements publics de coopération intercommunale, puisque les métropoles, OK, elles ont de droit, de plein droit, la compétence voirie. Par contre, pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, dont vous faites partie pour un certain nombre d'entre vous, eh bien, la compétence voirie, elle s'exerce sur les voies qui sont dites d'intérêt communautaire, définies en tant que telles par eh bien, le conseil communautaire. Par exemple, ça peut être des voies de desserte de zones d'activité communautaire, mais ça peut être aussi des voies qui relient deux communes dont on considère qu'il y a un intérêt intercommunal. Et vous l'aurez compris, ça veut dire que les voiries d'intérêt communautaire ne constituent pas nécessairement un maillage de la voirie, ce qui peut aussi créer une certaine complexité dans la gestion des voies. Alors, il peut arriver, bien sûr, et c'est peut-être le cas sur vos territoires, que toutes les communes d'une même communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes décident de transférer l'intégralité de leur voirie au conseil communautaire, mais ce n'est pas une obligation. Et puis, on distingue enfin les communes qui sont compétentes sur le réseau des voies qui sont restées communales. Voilà pour ce qui est donc de qui exerce la compétence voirie. Alors après, il y a un autre élément de questionnement, c'est qu'est-ce que c'est que la voirie? C'est vrai que donc, cette compétence voirie, je ne l'ai pas dit, elle est définie dans le Code général des collectivités territoriales. Par contre, ce même code, il ne définit pas ce que c'est que la voirie. Et là, il faut aller dans la jurisprudence pour essayer de voir qu'est-ce qui constitue la voirie de ce qui ne le constitue pas. Et là, ce que j'utilise, c'est un document de l'ADFC que je mettrai à votre disposition dans le chat, qui a fait une petite exégèse de ce qui était considéré comme dépendance de la voirie ou pas. Et là, on est content parce que, eh bien, il se trouve que les pistes cyclables, au même titre que les trottoirs, les accotements, les murs de soutènement, eh bien, sont considérés comme des dépendances de la voirie. Ça veut dire donc que quand on a la compétence voirie sur une voie considérée, eh bien, on a aussi la compétence sur les aménagements cyclables qui l'abordent. Donc, la compétence voirie, c'est en quelque sorte la compétence, la responsabilité de créer les aménagements qui vont faire passer les usagers, et en particulier les usagers cyclistes. Après, il y a un autre pouvoir qui est indissociable de cette compétence voirie, c'est le pouvoir de police de circulation et de stationnement. C'est en quelque sorte la manière dont on va définir les règles d'usage de ces aménagements qu'on va créer. Donc, le gestionnaire de voirie, celui qui a la compétence voirie, il crée les aménagements et l'autorité investie du pouvoir de police, elle décide de comment on va utiliser ces aménagements. Et c'est là qu'il peut y avoir de la complexité parce que cette autorité investie du pouvoir de police, eh bien, ce n'est pas forcément la même que la collectivité qui a la compétence voirie. Donc, le pouvoir de police de circulation, donc, il permet à l'autorité investie du pouvoir de police de définir, par exemple, le sens de circulation d'une voie, la vitesse de circulation dans cette même voie, le fait de réserver des voies à certaines catégories d'usagers. Donc, je prends un exemple qui nous concerne. Si vous décidez de créer un double sens cyclable, eh bien, ça se traduit par un arrêté de circulation
qui doit être prise par cette autorité investie du pouvoir de police. Et même si vous aménagez une piste cyclable, si vous créez une piste cyclable, eh bien pour la créer vraiment, pour donner la possibilité, par exemple, de verbaliser les usagers motorisés qui l'empruntent, eh bien, il faut qu'il y ait aussi un arrêté de circulation. Et là où ça peut devenir compliqué, c'est qu'il peut y avoir une autorité investie du pouvoir de police qui n'est pas la même donc, entité que le gestionnaire de voirie. Alors la loi a prévu quand même des choses, c'est-à-dire que pour les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, et quand ils sont compétents en matière de voirie, eh bien, les maires des communes qui constituent cet établissement public de coopération intercommunale, eh bien, ils transfèrent normalement automatiquement au président de l'établissement leur pouvoir de police, sauf que, et c'est peut-être le cas dans vos territoires, on est preneur évidemment de vos témoignages, de vos réactions par rapport à ces situations, eh bien les maires peuvent décider de ne pas transférer le pouvoir de police de circulation. Il faut qu'ils le fassent dans les 6 mois qui suivent l'élection du président de l'EPCI et ça peut arriver. Et là où ça devient d'autant plus complexe, c'est quand l'EPCI, le président de l'EPCI, n'est pas de la même couleur politique que la commune du territoire qui est couvert par cette EPCI. Voilà, encore quelques mots sur le pouvoir de police de circulation et de stationnement. J'ai oublié de parler du pouvoir de police de stationnement qui permet bien sûr de délimiter les zones de stationnement payants ou non. Ce pouvoir de police, il est exercé à l'intérieur de l'agglomération par le maire ou le président d'établissement public de coopération intercommunale en cas de transfert. Donc là, il va exercer le pouvoir de police sur toutes les voiries, à l'exception des routes à grande circulation. Et par contre, hors agglomération, c'est un peu plus, je dirais, simple. Et encore, ça veut dire que le pouvoir, il est exercé par l'autorité qui représente le gestionnaire de la voirie concernée. Donc là, il y a une cohérence. Le préfet pour les routes nationales, le président du conseil départemental pour les routes départementales. Voilà, il y a quelques subtilités, mais je ne vais peut-être pas vous rentrer trop dans le détail. L'idée, c'était d'insister sur ces 3 pouvoirs, compétences qui sont complémentaires et je dirais aussi de dire qu'il y a un quatrième aussi, un pouvoir enfin une quatrième compétence qui joue aussi, qu'on n'a pas mis dedans, mais qui a quand même aussi une importance et qui est donnée également par le Code général des collectivités territoriales, c'est la compétence aménagement aussi, qui est le fait de pouvoir organiser, bien sûr, l'urbanisation d'un territoire, les plans locaux d'urbanisme, les schémas de cohérence territoriale notamment. Voilà pour ce petit propos introductif. S'il y a des questions, on peut essayer des réponses ou des remarques. Et puis après, on vous interpellera de manière plus, je dirais, plus officielle à travers un petit sondage que Flavien nous a préparé. Alors à ce stade, Thomas, il n'y a pas de questions dans le chat. Néanmoins, si certains d'entre vous ont des questions, il est encore temps de les poser. Vous pouvez également lever la main dans la liste des participants. Il y a une fonction qui vous permet de lever la main si certains souhaitent poser une question à l'oral. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, nous allons nous orienter vers un petit sondage. On va voir quelles sont les compétences présentes dans vos territoires et on va vous demander justement, par rapport aux 3 compétences qui viennent de vous être présentées, quelles sont celles dont vous disposez. Et donc, pour ce faire, je vais vous remettre dans le chat le lien vers le board Klaxoon. Oui, je vous l'avais mis au tout début de la session. Si certains nous ont rejoints depuis, voilà de nouveau le lien. Et ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est d'aller double-cliquer sur le sondage rose que je vous projette ici, mais il faut que vous le fassiez bien sûr dans votre écran Klaxoon. Vous allez cliquer sur ce bloc rose, double-cliquer dessus et vous pouvez voter, voter pour les compétences dont vous disposez dans votre collectivité. Est-ce que vous ne savez pas? Est-ce que vous n'avez aucune de ces 3 compétences? Est-ce que vous avez uniquement la compétence mobilité, uniquement la compétence voirie, uniquement le pouvoir de police? Et puis après, il y a les combinaisons possibles de ces compétences jusqu'à déclarer que vous disposez des 3 compétences
sur toute ou partie de votre réseau de voirie. Donc là, vous voyez dans le partage d'écran Ring Central les résultats évoluer en direct. Je ne me lance pas encore dans les commentaires sportifs, mais on voit qu'il y a une répartition assez importante des résultats parmi vous pour le moment. Pendant que les personnes continuent de renseigner ce sondage, j'en profite pour répondre à une question de Diane, hein, qui pose la question de la possibilité de rétrocéder la compétence voirie, donc cyclable ou pas d'ailleurs, à l'EPCI sans pour autant que la totalité de la compétence voirie, que la totalité de la compétence voirie soit concédée, hein. J'imagine qu'il y avait ce mot en plus. Oui, c'est tout à fait l'esprit de ce que j'illustrais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, donc c'est la question de la définition de l'intérêt communautaire, c'est-à-dire que le conseil communautaire décide de ce qui constitue la voirie d'intérêt communautaire et il peut décider que, par exemple, toutes les pistes cyclables soient d'intérêt communautaire, auquel cas le transfert de la voirie portera sur les pistes cyclables, mais ça peut être uniquement les voies de zones d'activité intercommunales, hein, qui sont donc financées par l'intercommunalité. Il y a une assez grande souplesse. Donc oui, la note Agir que vous citez cite une possibilité. Par contre, c'est là où on est vraiment preneur aussi de vos retours, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de connaissance de situation où il y a eu ce transfert qui a été fait uniquement sur les pistes cyclables, mais ça pourrait être intéressant d'échanger avec vous. Oui, on va bientôt pouvoir revenir sur les résultats. Je vois qu'il y a 45 votes. Je pense qu'on peut se donner encore 2 minutes pour que de nouvelles personnes votent. Une petite recommandation technique. Il y a des éléments qui sont verrouillés sur le board, c'est-à-dire que normalement, ils ne peuvent plus bouger. C'était le cas hein, de ce petit questionnaire, mais je vois que là, il bouge sans cesse. Alors, sur cet exercice, c'est pas grave du tout. Par contre, il y en a un qu'on va faire tout à l'heure pour lequel il serait bien que les objets ne soient pas déverrouillés en direct. Voilà, du coup, c'est rigolo hein, de voir ce petit bloc qui se balade. Ça pénalise pas l'exercice, donc c'est pas un problème. Il y a des petites personnes qui ont des petits soucis de vote, d'après ce que je vois, mais je pense que ça Oui. ne changera pas le résultat. Peut-être si on partage le lien dans le chat du questionnaire. Bon, ça peut être aussi une... Vous êtes 50 à avoir voté sur 132 participants. Voilà, si ça peut booster les résultats, il y a le lien direct vers le questionnaire dans le chat. Certains qui n'ont pas pu répondre par le premier lien peuvent le faire maintenant. On peut co-commenter les résultats, Thomas et moi, mais ce qu'on peut dire hein, d'ores et déjà, c'est qu'il y a à peu près un cinquième d'entre vous qui ne connaît pas les compétences dont dispose sa collectivité. C'est un résultat qui ne nous étonne pas, hein. On en avait discuté lorsque on a créé le quiz et c'est pour ça qu'on a mis cette proposition. Et du coup, eh bien, ça révèle quand même un besoin de clarification sur certains aspects. Il y a également un cinquième d'entre vous qui ne dispose pas de ces compétences. Et vous allez voir dans la suite du webinaire eh bien, que ça n'est pas forcément un frein pour faire des choses. Évidemment, on a moins les mains dans le cambouis, mais par contre, on peut aller travailler avec des partenaires pour faire des choses, pour développer le vélo. On a aussi un cinquième d'entre vous qui dispose à la fois de la compétence mobilité et de la compétence voirie. Donc il manque entre guillemets le pouvoir de police, mais c'est déjà très bien d'avoir mobilité et voirie. Ça veut dire va falloir aller travailler en étroite collaboration avec ceux qui ont le pouvoir de police, souvent les maires. Voilà, moi, c'est ce que m'évoquent ces premiers résultats. Je me suis focalisé sur les propositions qui recueillent le plus de votes. Thomas, si tu as quelques compléments à apporter. Non, mais c'est intéressant de voir qu'il y a une grande disparité, hein. C'est vrai qu'on s'imaginait, moi je note quand même qu'il y a quand même une connaissance quand même assez intéressante hein, par vous hein, de l'état des lieux du croisement de ces compétences, hein, voirie,
pouvoir de police et puis mobilité, hein. Vous n'êtes maintenant plus que 15% à dire que vous ne savez pas. Quand on a fait des pronostics, on s'attendait à plus, hein, en pourcentage. Donc, c'est plutôt un point très, très positif. Voilà. Alors, donc, c'est vrai que ça lance un petit peu, hein, aussi les débats ou les questionnements qu'on va avoir pour la suite, hein, puisqu'il sera, donc, ça sera un focus sur la compétence mobilité. Mais l'idée, c'est de montrer que ce n'est pas forcément un frein au fait de pouvoir développer l'usage du vélo sur son territoire que de ne pas disposer de la compétence mobilité. Bien, et bien, merci hein, pour ce premier temps participatif. On reviendra sur des exercices un petit peu de ce type. Vous êtes un sur deux à avoir pu utiliser l'outil. On espère qu'on aura plus de participation tout à l'heure. Et c'est le moment eh bien, de passer la parole à Mathias Jean du CEREMA, qui va vous donner des éléments sur les possibilités qui vous sont données par la compétence mobilité pour agir en faveur du développement du vélo. Merci Flavien et bonjour à tous. Donc comme on l'a vu, il y a différents moyens d'agir sur la politique cyclable, au moyen de différentes compétences. Là, ce que je vous propose, c'est de vous arrêter quelques instants sur la compétence mobilité en particulier. Alors, je vais partager mon écran. Alors, la compétence mobilité, donc, comme son nom l'indique, c'est la compétence évidemment prévue pour agir sur les différents champs de la mobilité, dont les politiques cyclables. À noter qu'aujourd'hui, comme vous le savez, on est à un moment important, puisque sur 1000 intercommunalités qui ont eu le choix, ou en tout cas à qui on a proposé de prendre la compétence mobilité, eh bien, 500 se sont prononcés le 1er juillet dernier pour prendre cette compétence. Et un peu plus de 500 et à peu près la même quantité ou un peu moins n'ont pas fait ce choix ou n'ont pas pu faire ce choix. Donc, on va voir aujourd'hui, comme l'a dit Fabien, qu'on peut agir avec ou sans. Et là, je vous propose de regarder un peu ce qui se passe quand on a cette compétence. Donc, d'un point de vue un peu général, avoir la compétence mobilité, c'est-à-dire être autorité organisatrice de la mobilité ou AOM, on peut regrouper ça en trois grands volets. C'est d'une part être identifié comme étant l'acteur référent localement pour toutes les politiques de mobilité. D'autre part, construire une stratégie locale de mobilité, réfléchir à ce qu'on veut faire pour son territoire en matière de mobilité. Et enfin, dans quelle finalité? Bien sûr, de mettre en œuvre, de coordonner les actions locales de mobilité. Alors, être la collectivité identifiée, donc en étant AOM, ça permet avant tout une clarification des rôles. La collectivité qui a la compétence est identifiée comme ayant la vision d'ensemble sur l'ensemble des champs de la mobilité, les politiques cyclables, mais aussi les autres champs de la mobilité, et aussi à la fois à l'intérieur de son territoire pour les services et les infrastructures qui existent ou qui se développent, mais aussi sur les territoires voisins et en lien avec les territoires à plus grande échelle, au niveau départemental ou régional. Et bien entendu, et notamment sur son propre territoire, l'AOM est l'autorité légitime pour coordonner les différentes actions, les différents services mis en place, par exemple en mobilité inclusive, en transport à la demande et notamment en politique cyclable, comme par exemple avec des services de location ou de prêt de vélo, qui sont complètement du ressort de l'AOM quand elle a pris donc la compétence mobilité. La clarification des rôles, elle se fait aussi par rapport à la région. Donc la répartition des compétences région et échelon local, territorial est plus clairement établie. Donc les mobilités régionales, comme leur nom l'indique, reviennent à la région, donc les trains régionaux, les cars régionaux, les transports scolaires quand ils ne font pas l'objet de délégation. Et les mobilités locales sont cette fois totalement du ressort de l'AOM sur son territoire, qui a donc le pouvoir décisionnel local.
c'est une chose qui est tout à fait pertinente, bien entendu, parce que l'AOM, c'est elle qui a la vision pour les déplacements courts. Or, avec le vélo, on est dans les déplacements courts de moins de 5 ou 3 km ou une dizaine de kilomètres pour les vélos à assistance électrique. Donc, on est vraiment dans le domaine de pertinence de l'AOM. Et l'AOM est également, d'un point de vue de concertation, de FAGIS des politiques, le bon interlocuteur pour discuter avec les habitants, les acteurs, tous ceux qui utilisent ou qui souhaitent utiliser le vélo sur le territoire. Alors, comme on va le voir, le but, c'est de mettre en place des actions, des services. Et là, l'AOM, avec sa compétence mobilité, elle est complètement autonome pour ça, pour décider des services qu'elle veut mettre en place, pour les imaginer, les créer, et notamment aussi faire appel à des opérateurs. Donc, soit les opérateurs internes, si vous avez la chance d'en avoir sur votre territoire. Donc, ça peut être des opérateurs privés, des loueurs de vélos, par exemple, des opérateurs associatifs, par exemple, qui œuvrent dans la mobilité inclusive et qui développent des services d'aide au vélo, ou encore éventuellement des services publics, ou aller chercher aussi des opérateurs à l'extérieur du territoire. Donc, ça peut être des opérateurs vélos nationaux ou dans d'autres territoires. Et ça, c'est l'AOM qui est complètement maître de ce choix d'opérateurs qui vont intervenir sur son territoire pour les besoins locaux. Pour répondre donc aux besoins locaux de toutes les populations identifiées, si ce n'est l'ensemble de la population, comme ayant recours possiblement au vélo. Un autre aspect, en tant qu'AOM, c'est d'avoir une participation de droit au contrat opérationnel de mobilité. Alors, les contrats opérationnels de mobilité, ils sont plutôt en cours de démarrage, en cours de lancement. Donc, c'est plutôt pour le court à moyen terme. Mais lorsque certains bassins de mobilité auront été mis en place, on sera ici à une échelle où la région exercera ses politiques de manière opérationnelle en lien avec les autres acteurs, dont les AOM, dont le département. Et systématiquement, nécessairement, l'AOM a un droit de regard en étant signataire et en étant partie prenante de ce contrat. Donc, c'est un lieu de discussion et de mise en cohérence et de coordination important. Par exemple, si vous développez des services ou si vous avez déjà des infrastructures ou un schéma directeur cyclable sur votre territoire, et ben c'est dans cette instance-là et avec cet outil-là, avec ce contrat-là, que vous pourrez en discuter, se coordonner avec les autres territoires autour de vous, avec par exemple un schéma départemental s'il y en a un, ou avec les autres politiques au niveau régional concernant la politique cyclable. Donc, ce n'est pas encore tout à fait d'actualité, mais c'est un point important pour les AOM. Alors, un des principaux motifs pour les intercommunalités, pour les territoires parmi vous qui ont pris ou qui ont pu prendre la compétence mobilité, c'est de bâtir une stratégie. C'est de réfléchir à ce qu'on veut en matière de mobilité pour son territoire. Et en s'appuyant, on a pour ça deux outils sur lesquels s'appuyer, qui ont été synthétisés par la LOM en matière de planification. Il y a d'une part le plan de mobilité, l'ancien plan de déplacement urbain, PDU, qui prend aujourd'hui le cycle de PDM, et un outil plus souple qui est le plan de mobilité plus léger, qui est le plan de mobilité simplifié. Pour ce qui concerne le déploiement du vélo, donc les objectifs cyclables étaient déjà dans le PDU, mais ça a été renforcé. La place du vélo a été renforcée, avec en particulier un vélo qui comprend un volet vélo qui comprend un objectif de continuité et de sécurisation cyclable, donc objectif obligatoire, auxquels sont liées différentes choses, et notamment la nécessité de définir les zones de stationnement des vélos à proximité des gares. Il y a encore un autre point dans ce nouveau volet qui est la nécessité d'information, qui rentre aussi dans les objectifs obligatoires. Donc ça se situe dans le plan de mobilité ex-PDU, pour les grandes agglomérations qui doivent en faire un, ou pour les agglomérations un peu plus petites ou les communautés de communes qui souhaitent faire un plan de mobilité volontaire. Et on a aussi le plan de mobilité simplifié.
Donc, pour celles qui ne sont pas tenues de faire un PDF, elles peuvent faire ce choix. Le plan de mobilité simplifié, lui, il n'a pas d'obligation d'investiguer tel ou tel champ de la mobilité, mais c'est un outil particulièrement intéressant. Et on le voit assez souvent dans les premiers PDMS qui démarrent, que les territoires, ils partent souvent des quelques actions, des quelques lancements qu'ils ont déjà faits, notamment des schémas directeurs cyclables ou quelques premiers services vélo. Ils essayent de le coordonner, de l'agréger avec les autres champs de la mobilité. Et donc, le plan de mobilité simplifié est un outil intéressant pour faire ça. Voilà, donc sinon, en tant qu'AOM, en termes de stratégie, on a aussi la nécessité de mettre en place un comité des partenaires sur l'ensemble du ressort territorial. Donc là, c'est une instance de composition libre ou à peu près. Enfin, il y a quand même une nécessité d'inclure les acteurs économiques, des représentants des acteurs économiques, des représentants des usagers et des habitants. Mais pour le reste, on a libre champ d'associer tous les acteurs qui paraissent pertinents. Alors en particulier, on peut par exemple inviter des associations cyclables ou qui promeuvent les politiques cyclables, ou plus localement, et c'est peut-être plus fréquent, des associations, par exemple de mobilité inclusive, qui ont quelques propositions de services ou de retour au vélo, etc. Enfin, qui agissent en tout cas en faveur du développement du vélo. Et donc là, l'AOM a libre choix d'associer tous les acteurs en matière de politique cyclable qui paraissent pertinents dans ce comité. Voilà un autre point. Quand on choisit de mettre en place une planification, ce qui est intéressant, c'est le lien avec les autres politiques publiques du territoire. Par exemple, avec un plan de mobilité simplifié, ce plan peut faire partie ou peut nourrir le volet mobilité des autres démarches, et notamment des autres démarches de planification comme le PLUI, le PCAET ou encore le SCOT. Donc, je passe au troisième aspect de la compétence mobilité, qui est l'aspect plus opérationnel, plus concret, c'est de mettre en œuvre des actions variées et complémentaires, donc sur l'ensemble des champs de la mobilité, dont les mobilités actives. Donc, je ne vais pas détailler toutes les possibilités en termes de services et d'infrastructures, mais ce qui est important de retenir, c'est que, en fait, en tant qu'AOM, l'intérêt, c'est de mettre en cohérence les différentes politiques, les différents champs de la mobilité. Et alors, on voit un peu dans l'illustration un peu tous les développements qu'on peut avoir en termes de mobilité locale. Et pour être un peu plus concret, par exemple, c'est mettre à disposition les infrastructures, les services, par exemple les places de stationnement, les accès cyclables, éventuellement les vélos en libre service, en interaction avec les autres services. Donc, les positionner, si on a un PEM, un pôle d'échange multimodal, en positionner à cet endroit-là, en positionner des infra et services vélos proches des aires de covoiturage, des lignes de covoiturage, voire des bornes de recharge électrique. Enfin, voilà, l'intérêt d'être AOM, c'est d'avoir cette vision d'ensemble et pouvoir relier les différents services et sur le territoire les organiser et les mettre en cohérence. Un autre aspect de l'AOM, c'est la possibilité de lever le versement mobilité. Alors, ce n'est pas un choix qui est automatique, il n'est pas forcément pertinent, c'est quelque chose qui se réfléchit. De lever un versement mobilité, il faut avoir le tissu économique adéquat, il faut avoir un modèle de financement derrière qui soit intéressant. Mais toujours est-il que si on fait ce choix, déjà qui est conditionné à mettre en œuvre un service de transport collectif, il faut savoir qu'à partir dès à présent, on peut utiliser ce versement mobilité, non seulement pour le service de transport collectif en question, mais aussi pour les autres champs de la mobilité, dont les nouvelles AOM ont la compétence, et notamment les politiques cyclables. Le versement mobilité peut très bien servir pour partie à financer ces services.
Enfin, un dernier point un peu particulier, mais bien sûr, être AOM permet aussi de postuler aux différents appels à projets, aux différentes démarches nationales ou à autre échelle spécifiquement destinées aux AOM. Alors, je vous mets juste quelques rappels, c'est un point un peu annexe en matière de planification. Il faut savoir que les PDMS sont appelés à monter en puissance aujourd'hui et à court terme. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans ce type de démarche, notamment pour intégrer votre politique cyclable à d'autres champs de la mobilité, sur lesquels vous allez être compétent. Il y a un certain nombre d'outils qui ont été développés qui sont à votre disposition. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un guide méthodologique, des fiches sur le plan de mobilité simplifié, sur ce qui a changé depuis la LOM en matière de planification. Et pour mémoire, il y a aussi un appel à partenariat qui est en cours en ce moment jusqu'à fin 2021. Voilà. Merci Mathias pour ces éléments. Du coup, on va prendre un temps de questions. Il y a eu beaucoup de réactions dans le chat. Nathalie Pitaval, qui interviendra à ta suite, a déjà répondu à un certain nombre de questions. Et du coup, c'est Thomas qui va faire un peu la synthèse de ces questions auxquelles tu pourras répondre. Ok. Oui, c'était des questions pour partie très, très précises auxquelles Nathalie a répondu. Donc, je ne sais pas si ça appelle des compléments. Par contre, il y a une question un peu plus méthodo de Juliette Bisson qui pose la question du lien entre plan de mobilité, schéma vélo, PLUI, PCAET réglementaire. C'est vrai qu'effectivement, il y a toutes ces démarches qui s'entrecroisent et elle pose la question de l'existence de traduction, de méthodes de travail. On a un certain nombre de documents et Mathias, évidemment, tu pourras compléter. Moi, juste en guise d'introduction à la réponse, je voudrais dire que le schéma vélo, en tous les cas le schéma directeur cyclable, eh bien, il a tout à fait vocation à faire partie intégrante, bien sûr, d'un plan de mobilité. D'ailleurs, la LOM, suivant la manière dont on interprète les textes, eh bien, elle rend plus ou moins obligatoire finalement le schéma directeur cyclable dans le plan de mobilité. Mais Mathias sera peut-être plus précis que moi dans la réponse à cette question. Effectivement, ça c'est un point important que tu as rappelé. Après, pour faire le lien, effectivement, forcément, dans ce type de démarche, vous êtes confronté à des temps de réalisation qui ne sont pas les mêmes, de lancement des différentes démarches. Il n'y a pas de réglementaire direct, de vase communicant, mais bien évidemment, la seule chose qu'on peut dire de manière un peu générale, mais c'est de réfléchir à sa politique de mobilité en même temps, si le temps de réalisation de chacun des documents le permet, des autres documents. Donc ça, c'est un peu facile à dire sur des documents qui prennent souvent un temps de réalisation assez long, qui ne sont pas lancés en même temps. Alors, juste un aparté sur le PDMS. Le PDMS, lui, peut permettre de faire ça peut-être un peu plus facilement. Si jamais c'est le mode de planification qui vous convient, un PDMS n'a pas de lien d'opposabilité et de liaison réglementaire avec les autres documents. Donc, c'est un outil assez facile pour mettre à plat sa politique de mobilité et après l'intégrer dans les autres documents. Par exemple, dans un PLUI, le PDMS peut très bien constituer intégralement le volet mobilité du PLUI. Ça se fait, il y a quelques collectivités qui le font. Là, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps un territoire qui est intéressé par un PDMS et qui va le réintégrer dans son PLUI, dans son PCAET et pas dans son SCOL, je ne crois pas. Mais enfin, toujours est-il qu'avec le PDMS, vous avez cette possibilité de faire un socle commun qui peut servir aux autres. Merci beaucoup, Mathias. Flavien, on a encore un peu de temps pour encore relayer une ou deux questions ou on passe Oui, il nous reste 3 minutes. 3 minutes, très bien. Alors, une question de Caroline Richard, peut-être relative à une slide que tu as passée, Mathias. Elle fait référence à l'appel à partenariat et à innovation que tu as mis dans ta slide. Et elle souhaiterait en savoir un peu plus. Alors,
Donc, moi, je ne vais pas remettre la slide parce qu'il n'y a pas de détails dessus. Donc, c'est un appel à partenariat qui concerne les plans de mobilité simplifiés et villes moyennes. Donc, c'est orienté vers les villes moyennes. Pourquoi les villes moyennes? Parce qu'il y a d'autres dispositifs qui concernent déjà les territoires un peu plus denses. Donc, c'est un appel à partenariat qui est en cours, qui a été lancé à l'automne. Et dans les candidatures, ils sont à déposer avant le 31 décembre, mais il est encore temps s'il y a des gens intéressés. Et le but, c'est non pas de fonctionner en appel à projet, mais en partenariat, c'est-à-dire qu'il y a un volet travail commun avec les collectivités qui seront retenues dans le cadre de la réalisation d'un PDMS pour mettre en commun l'approfondissement de certains thèmes. Et d'autre part, il y aura aussi un accompagnement individuel de chaque collectivité retenue dans la réalisation de son PDMS. Donc, s'il y a des territoires qui sont intéressés, pour candidater, déjà, je vais mettre dans le chat le lien de la page web. Donc, il faut être plutôt une ville moyenne, c'est-à-dire être une ville ou un territoire qui comprend plusieurs polarités, mais dans le noyau urbain est compris entre 20 000 et 100 000 habitants environ. Il faut se lancer dans son PDMS ou avoir un PDMS qui a déjà commencé, mais sur lequel un accompagnement, une expertise, une sorte d'AMO est intéressante par le CEREMA. Et il faut aussi travailler sur un des axes thématiques qui sont proposés dans le cadre du partenariat. Donc, je vais mettre l'adresse de la page. Il y aura tous les renseignements sur cette page. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez envoyer des mails via la page ou directement à mon adresse. Merci Thomas, merci Mathias pour ce premier temps. On a examiné la question de comment agir avec la compétence mobilité. On va passer à un second temps où on va parler de comment agir sans la compétence mobilité, qui sera présenté par Nathalie Pitaval, qui a déjà été très active dans les réponses aux questions dans le chat sur cette première partie. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat sur l'intervention de Nathalie. Et puis, s'il y a aussi des questions qui vous reviennent de l'intervention de Mathias, il pourra aussi revenir vers vous dans le chat. Nathalie, c'est à toi. Bonjour à tous, merci. Donc, je tiens juste à préciser que je remplace mon collègue Julien Philippot, qui a eu un empêchement. Donc, voilà, je reprends en partie son diaporama. Donc, vous avez des questions plus précises, je peux y répondre après. Voilà, sur la diapositive, donc ce sera la diapositive 15. Si tu peux la passer. Merci Thomas. Donc oui, on a effectivement largement parlé de la compétence d'organisation des mobilités. C'est sûr qu'il vaut mieux être AOM pour pouvoir avoir une action directe sur les modes actifs, mais il n'empêche que au titre d'autres compétences, on peut interagir et agir de manière un peu indirecte, en tout cas sur les modes actifs et notamment au niveau du plan local d'urbanisme intercommunal au titre de la compétence aménagement de l'espace. Et effectivement, l'outil PLUI peut être un très bon outil qui permet de prendre en compte les modes actifs et notamment d'assurer des continuités d'itinéraires cyclables, de prévoir des emplacements réservés. On a de nombreux exemples et dans le chat, il y avait une question qui était posée, donc j'ai cité notamment l'ouvrage du CEREMA, le guide qui porte sur le PLU et déplacement qu'on est en train d'actualiser en partie pour de nouvelles études de cas. Donc, j'ai travaillé notamment sur celui de Dunkerque. Donc, dans le PLU de Dunkerque, il y a des exemples dans le règlement de PLUI qui permettent de mettre donc des règles à la fois qualitatives et quantitatives en termes de stationnement vélo. Dans les immeubles notamment, il y a différents éléments dans lesquels, qui peuvent être insérés dans un règlement de PLUI avec des normes assez spécifiques donc sur ce stationnement vélo. Effectivement, l'outil emplacement réservé, c'est un bon outil dès lors qu'il est bien prévu dans le PLUI et qu'il est ensuite utilisé justement pour assurer cette continuité d'itinéraire cyclable, puisqu'on voit bien qu'un des freins à la pratique du vélo, c'est le manque d'itinéraires cyclables de manière absolument sécurisée et continue. Donc ça, on peut très bien les identifier au niveau du stade du diagnostic. Ce diagnostic est partie intégrante d'une des pièces du PLUI, qui est le rapport de présentation. Et donc, on va aussi, dans le plan de zonage, identifier
différents éléments, enfin différents endroits, pardon, dans lesquels on va pouvoir assurer ces continuités cyclables. Donc, on peut largement intervenir au titre de cette compétence aménagement de l'espace. Comme l'a dit Thomas tout à l'heure, on peut évidemment intervenir au titre de la compétence pouvoir de police et de circulation, pouvoir de stationnement. Donc, s'il y a effectivement eu respect de la procédure par rapport à la délégation. Et donc, on va à ce moment-là agir sur les zones de rencontre, sur la réglementation du partage de l'espace public et favoriser évidemment les vélos. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut réserver effectivement des emplacements pour le stationnement des vélos. On va mettre des arceaux vélos au titre de ces différentes compétences-là. Voilà, après, il y a une zone spécifique, j'ai oublié de le dire, dans le règlement du PLU de Dunkerque, où en fait, on va agir aussi à l'échelle, par exemple, de la zone industrielle ou portuaire de Dunkerque pour avoir des aménagements spécifiques. Donc, les zones d'activité, ça peut être aussi un des points qui est souvent un peu le parent pauvre, parce que c'est souvent maltraité au niveau des itinéraires cyclables. Donc, on peut agir aussi dans le cadre du règlement de PLI, dans ce qu'on appelle le programme d'orientation et d'aménagement, le POA, qui prévoit au sein du PLUI différents éléments. On peut planifier et organiser donc les actions qui vont porter sur le déploiement de la politique cyclable. Et on va donc l'avoir dans cette pièce qui est un document non opposable, mais qui est dans le PLUI. Voilà pour ces éléments-là. Thomas, si tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît. La diapo donc suivante là, est je passée. vous renvoie. Oui. C'est bon. Merci. Ok, parfait. Là, je vous renvoie à l'article L52-14 du -16 du Code général des collectivités territoriales, dans lequel il y a eu effectivement une réédition en fait, de cet article, on va dire, suite à la LOM. Donc, il y a différentes compétences. Et notamment, vous pouvez trouver celle qui peut être effectivement la plus utile, à mon sens, pour travailler sur la politique cyclable. C'est la compétence création, aménagement et entretien de la voirie. On a vu dans le sondage tout à l'heure que certaines collectivités qui participent à ce webinaire ont bien cette compétence. C'est vraiment celle qui permet, pour moi, au-delà du PLUI, d'agir sur la politique cyclable via effectivement un schéma directeur des infrastructures cyclables, via une signalisation spécifique, effectivement, puisqu'on voit souvent un manque de signalisation par rapport aux aménagements cyclables et à la qualité et à la sécurité des aménagements. Donc, par ce biais-là, effectivement, voilà, on peut agir. Alors, c'est toujours mieux si on est AOM et qu'en plus, on a la compétence aménagement et création, aménagement et entretien de la voirie. C'est sûr qu'en ayant cette double compétence, on va vraiment pouvoir agir de façon très, très pertinente. En revanche, voilà, au titre de cette unique compétence, si vous avez uniquement cette compétence création, aménagement et entretien de la voirie, on pourra évidemment agir. Il y a une autre compétence avec laquelle on peut évidemment de manière indirecte travailler sur les mobilités et notamment sur la politique cyclable liée au tourisme dans la partie compétence, donc action de développement économique et notamment cette promotion du tourisme dans laquelle on va faire connaître les itinéraires cyclables, on va communiquer auprès de la population sur les services existants, sur les services de location de vélo éventuels qui existent. Attention, l'organisation des services de location de vélo incombe bien à l'AOM. Donc là, c'est vraiment au titre de la promotion des itinéraires cyclables. Et ensuite, on peut aussi ranger un peu dans cette case compétences, protection et mise en valeur de l'environnement, également tout ce qui peut porter sur la communication, l'animation auprès de la population pour parler des effets bénéfiques du vélo, faire connaître les différents itinéraires cyclables et via aussi le PCAET de manière indirecte, puisqu'on va agir au sein du PCAET sur la maîtrise des gaz à effet de serre notamment, et la pratique du vélo y participe évidemment. Voilà pour l'ensemble des autres compétences. Moi, j'aime quand même à rappeler que c'est quand même mieux d'avoir la compétence mobilité et que c'est quand même l'esprit de la LOM que les collectivités puissent aussi agir en liant la compétence. Il y avait deux autres diapos, Thomas, je crois.
Donc oui, si on n'a pas la compétence, ce qu'il faut effectivement, et ce qu'on peut préconiser, c'est vraiment d'agir en partenariat avec l'AOM qui, elle, est compétente pleinement pour organiser les différents services de mobilité. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler en partenariat avec toute association aussi qui travaillerait sur les politiques cyclables, qui serait qui favoriserait en tout cas le développement du vélo. Donc l'idée, c'est vraiment que tout le monde travaille de concert pour le bien-être et la sécurité des cyclistes aussi. Donc c'est vraiment l'idée de travailler autour aussi des pôles d'échange multimodaux sur le territoire. Et vous savez qu'il y a une obligation de réalisation de places de stationnement vélo dans ces pôles multimodaux. Donc là aussi, faut que tout le monde puisse participer et travailler à la mise en œuvre de ces obligations de stationnement vélo dans ces pôles d'échange. On peut passer à la diapo suivante. Merci Thomas. Et évidemment, il y a un élément qui peut être d'agir évidemment lorsque c'est la région qui a un local sur votre ressort territorial, donc de travailler dans la main avec la région. Et effectivement, la LOM prévoit une possibilité de délégation. Je tiens à insister que c'est quand même une possibilité, donc c'est bien la région peut déléguer, elle n'a pas l'obligation. Donc c'est vraiment c'est la négociation avec la région et de voir comment ça peut se passer par rapport aux délégations qui peuvent être mises en place pour justement travailler sur les services vélo. Donc là, on vous renvoie à l'article L1231-4 du Code des transports pour cette convention. Et la diapo suivante décline un peu les différentes dispositions qui sont contenues en fait de l'article R1111-1 du CGCT, dans lesquels vous avez les différentes dispositions réglementaires par rapport à ces conventions. Et effectivement, c'est à régler avec la région pour voir justement quelles sont les modalités de délégation de cette compétence. Voilà, je ne vais pas développer plus, je pense que j'avais que quelques minutes, donc je reste à votre disposition si vous avez des questions. Un grand merci Valérie. Avant de passer aux questions, et on espère pouvoir t'en relayer quelques-unes, Thomas va vous proposer un petit temps de quiz qui va reprendre un certain nombre d'éléments qui vous ont été présentés par Mathias et par Nathalie. Oui, je viens de vous mettre dans le chat un lien vers un petit quiz de 5 questions, juste pour non pas faire l'évaluation des compétences acquises, mais simplement par rapport à des messages clés qu'on a pu donner aujourd'hui, voir comment ça se traduit. Donc, on a 5 questions qui sont en train qui sont en train de vous être posées. Je partage mon écran, ce qui va vous permettre de voir non seulement le nombre de participants, vous êtes 41 à 45 maintenant à répondre au sondage, et 72%, c'est quelque part votre moyenne, votre pourcentage de réussite. Donc vous êtes à 78%, ce qui est tout à fait satisfaisant. On regardera les résultats du quiz en détail dans 2 ou 3 minutes quand vous aurez pris le temps de répondre à cette question. Donc on est toujours à un peu moins de la moitié de participants. On est preneur des éventuels soucis techniques que vous avez pour vous connecter, puisque c'est quand même un outil qu'on va utiliser, qu'on pense utiliser dans nos 14 prochains webinaires à Vélo 2. Vous êtes 70 maintenant. Peut-être prendre une question. Alors, j'avais pas accès au chat, Flavien, pendant que je partageais l'écran. En attendant que le sondage le questionnaire soit renseigné complètement, relayer une question peut-être à Nathalie. Oui, alors du coup, j'ai ouvert le dialogue en ligne. Peut-être une question simple, des dernières questions qui a été posée. Est-ce qu'une AOM qui n'a pas la compétence voirie peut intervenir dans la création ou l'aménagement de la voirie? C'est vrai que ça renvoie aussi à la partie que tu avais présentée, Thomas, au début. Et Nathalie, si tu as des éléments de réponse par rapport à ça? Là, directement, on peut dire plutôt non, puisque
on ne peut pas intervenir au niveau de l'aménagement de voirie puisqu'on n'a pas cette compétence, mais on parle bien des travaux. Je sais pas, enfin, la question est assez générale, donc pour y répondre de façon un peu plus précise, ce serait plutôt de dire que l'AOM ne va pas intervenir sur la partie travaux, réalisation des travaux sur la voirie. En revanche, l'AOM, si elle est AOM et qu'elle a la compétence mobilité, elle va par exemple décider d'une stratégie mobilité et donc elle peut effectivement orienter certaines, voilà, avec les actions qu'elle va faire, qu'elle va prévoir, elle va forcément orienter la réalisation de ce qui va se passer ensuite sur la voirie. Donc, mais c'est pas elle qui va être responsable des travaux. Je ne sais pas si c'est le sens de la question. Je voudrais pas être imprécise ou ne pas avoir répondu à la question, mais en tout cas, elle n'interviendra pas sur la partie travaux. Je ne sais pas si Thomas, tu... Oui, bah, si, moi j'ai la même interprétation. Alors si, il y a un levier, bien sûr, pour intervenir sur la voirie de manière très conséquente quand on est AOM et qu'on n'a pas la compétence voirie, c'est bien évidemment les financements. On peut faire des appels à projets, on peut financer des travaux de voirie sans être gestionnaire de voirie. Un des exemples les plus emblématiques, c'est bien évidemment la région Île-de-France qui finance des infrastructures, notamment cyclables, alors qu'elle est elle-même pas gestionnaire de voirie et pas compétente. Je vous propose donc d'examiner notre petit quiz. Vous êtes 76 à y avoir répondu. Eh bien, merci. Voilà, il y avait 5 questions qui vous avaient été posées. La première, c'était la suivante. Le pouvoir de police de circulation est systématiquement exercé par le maire. Donc, vous aviez bien écouté l'introduction. Donc, effectivement, donc c'est faux. Le maire délègue normalement automatiquement son pouvoir de police au président de l'établissement public de coopération intercommunale quand celui-ci a la compétence voirie. Il le délègue automatiquement, mais il peut quand même le garder à condition d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent les élections. Une autre question, donc là vous avez voilà, un gros pourcentage de réussite. Bien sûr, la compétence voirie, elle peut être du ressort de toutes ces collectivités que l'on cite, l'État, les départements, les métropoles, les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communes. Voilà. Les trottoirs et les pistes cyclables sont des dépendances de la voirie. Voilà, tout à fait. C'est ce que dit en tous les cas la jurisprudence. Il est possible que dans certains cas, le juge ait interprété les textes autrement, mais dans l'immense majorité des cas, on peut dire que les pistes cyclables et les trottoirs sont des dépendances de la voirie, ce qui ne veut pas dire qu'elles vont être de la responsabilité du même maître d'ouvrage. Souvenez-vous de ce qu'on avait de l'exemple des pistes cyclables. Il peut arriver que les trottoirs, sur une même voirie, les trottoirs soient gérés par, en tous les cas, soit de la compétence d'un autre maître d'ouvrage que celui qui a la voirie. Alors, là, c'était plus partagé. Donc, je souhaite généraliser le double sens cyclable dans ma collectivité. Cette mesure relève-t-elle donc de la compétence mobilité, de la compétence voirie et du pouvoir du police de circulation? Alors, c'est vrai que ça, c'est une réponse qui peut être ouverte à interprétation, parce que c'est vrai que le fait de rendre une rue à double sens cyclable, d'un point de vue purement réglementaire, c'est l'autorité investie du pouvoir de police de circulation qui va créer un double sens sauf vélo. Mais il est très rare que le fait de mettre l'ensemble de sa voirie à double sens de mettre à double sens cyclable l'ensemble de sa voirie ne se traduise pas par des aménagements de pistes cyclables, notamment sur les voies qui sont à fort trafic ou qui sont restées à 50 km/h. Eh bien ça se traduit quand même le plus souvent par des travaux de voirie. Et c'est pour ça qu'on s'est permis de mettre en plus la compétence voirie dans les réponses. Et puis la dernière, donc, il est indispensable de disposer de la compétence mobilité. Eh bien, la réponse, c'est uniquement pour le plan de mobilité simplifié. Alors, c'est vrai qu'il y a des interprétations. Nathalie a donné voilà, des éléments d'interprétation réglementaire et législatif. On va voir, par exemple, pour la question du service vélo, après, c'est la question de
qu'est-ce qu'on entend par assurer, mais un département peut impulser, en tous les cas, une politique de service vélo. Idem, bien évidemment, pour le réseau cyclable, puisqu'il est du ressort de la compétence voirie et on peut le faire sans avoir la compétence mobilité. Et idem pour l'achat de vélos. Donc, merci beaucoup pour ce petit résultat, pour cette participation à ce petit sondage. Et je redonne la main à Flavien pour la suite, la deuxième partie de notre webinaire où on va donner la parole à des acteurs de terrain. Merci Thomas. Et on est à l'interface entre les deux parties, mais il nous reste que 2 minutes pour poser une dernière question. D'un conseil départemental, justement. On a une demande de relayer la question et il nous reste le temps pour le faire. Du coup, c'était quel rôle pour les départements dans les démarches de plan de mobilité, sinon un accompagnement technique en lien avec les schémas vélos départementaux? Quelle légitimité de subventionnement des aménagements cyclables des collectivités du territoire? Voilà, Nathalie, tu peux répondre à cette question avant qu'on fasse intervenir nos témoins qui apporteront aussi des éléments de réponse. Alors moi, j'ai pas beaucoup d'éléments à ce stade. Je veux juste dire qu'effectivement, le département n'est plus AOM depuis la LOM. On n'a pas beaucoup de retours. Aujourd'hui, on voit quand même que le département continue à financer effectivement des aménagements cyclables. Moi, pour à ce stade, j'ai pas plus de. Il faudra attendre un petit peu pour avoir un peu plus de retours sur la politique départementale et puis peut-être avoir aussi des positions des départements par rapport à leur action future. Très bien, ben, merci Nathalie. On pourra poursuivre éventuellement ces échanges à l'issue des témoignages. Et du coup, eh bien, ce que nous vous proposons maintenant, c'est de donner la parole à Pierre Guilbeault du SICOVAL, qui va nous présenter ce qu'est le SICOVAL, pour une présentation qui a pour but de vous montrer comment est-ce qu'on peut organiser la gouvernance par la concertation. Donc Pierre, c'est à toi. Bonjour à tout le monde, toutes et tous. Et d'abord, merci pour cette invitation au sein de ce webinaire pour présenter un petit peu la démarche qu'a mise en place le SICOVAL. Je vais donc partager mon écran. Donc, voilà, ça s'affiche correctement. Oui, c'est bon, Pierre. Parfait. Est-ce que la vignette, là, voilà, je vais la déporter ici. Très bien, ben voilà, donc simplement pour vous indiquer que là, on va passer sur du concret. Après, moi, j'ai appris beaucoup de choses et à travers des interventions des précédents intervenants. C'est assez technique. Nous, on a mis en place des choses très simples et pratico-pratiques que je vais vous détailler en vous présentant d'abord un petit peu notre territoire. Donc, le SICOVAL, c'est une communauté d'agglomération. Il y a environ 80 000 habitants et 36 communes qui sont juste à côté de Toulouse, dans le sud-ouest, et réparties entre des secteurs un petit peu plus urbanisés, des secteurs beaucoup plus ruraux. On a le canal du Midi qui traverse le territoire. Et on est sur un territoire qui est très dynamique, avec une croissance démographique et économique assez importante, de nouveaux acteurs qui viennent s'installer. Voilà, donc une volonté d'agir à plusieurs niveaux, dont agir sur le niveau du développement des mobilités actives. Depuis 2003, dans le cadre de sa politique plus environnementale, le SICOVAL a mis en place une politique cyclable et on vient de réviser récemment notre schéma directeur pour la période 2021-2030. Avec des ambitions qui commencent à être assez sérieuses. Voilà, on est sur une compétence mobilité partielle, on va dire, qui s'appuie notamment sur notre PCAET. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. On est sur l'impulsion d'aménagement cyclable en appui aux communes, le développement aussi de services et une animation locale pour accompagner le développement du vélo. Mais vous le voyez, au niveau de notre écosystème, on a pas mal d'acteurs, dont une AOM qui est un syndicat mixte, le TCO collectivité. Le SICOVAL, en fait, a délégué sa compétence mobilité à cette AOM. Et par ailleurs, donc, la présence d'autres acteurs, le département sur le secteur routier qui lui revient, la région,
l'État et ses services, bien sûr. Et puis, le SICOVAL a décidé de se positionner un petit peu au centre de tout ça, avec une part des actions qui sont menées en faveur des communes pour tout ce qui est aménagement de voirie, mais aussi en réponse aux demandes des acteurs économiques, des habitants, et pour mettre en place une politique qui soit la plus adaptée possible, on a décidé de créer une instance spécifique qu'on a appelée la communauté des modes actifs et qui a vocation en fait à regrouper différents acteurs, reflets un peu de la différence des différents types d'acteurs du territoire. Donc on y retrouve à la fois habitants, représentants des entreprises, associations et les différents partenaires institutionnels. Et de là se met en place un travail donc je vais vous expliquer un peu plus. Voilà, donc c'est en 2017 que le SICOVAL a décidé de créer cette instance-là. Pourquoi faire? Pour rassembler les acteurs de la mobilité autour d'un objectif commun, développer les modes actifs dans l'intérêt général et travailler sur à la fois le partage des espaces, la création d'une communauté qui dialogue de manière pérenne, continue, pour alimenter la politique cyclable du territoire. C'est également, l'objectif, c'est de recueillir l'expertise d'usage des différentes personnes qui pratiquent le vélo sur le territoire ou qui, pour un employeur par exemple, peuvent inciter leurs salariés à pratiquer le vélo. Donc, quels sont les besoins, quelles sont les attentes, favoriser les échanges et les complémentarités entre les différents acteurs territoriaux à l'échelon local et être force de proposition, source d'innovation également sur des propositions. Je vous donnerai quelques exemples un peu plus loin pour développer le vélo, par exemple, sur le dernier kilomètre. Voilà. Et puis, un dernier aspect, c'est également la partie communication. Donc, je vous ai dit, on a plusieurs types d'acteurs présents. En gros, sur la communauté des modes actifs Nord, qui est la première des communautés des modes actifs qu'on a créées sur le territoire, sur les zones les plus denses, on a environ 50 personnes qui sont impliquées. Et on a depuis développé une deuxième antenne sur le secteur sud qui est beaucoup plus rural, avec des enjeux totalement différents. Et là, donc, c'est en train de s'amorcer. On a une vingtaine de personnes qui ont rejoint ce projet-là. Alors, comment ça fonctionne, cette communauté des modes actifs? Déjà, on a une base commune qui est la charte des bonnes conduites, qui a été discutée avec les premiers membres de la communauté des modes actifs, basée sur le partage, le respect mutuel, une recherche vraiment de l'intérêt général avant de défendre des intérêts particuliers, de manière à ce que cette instance-là permette bien d'avancer et non pas simplement d'être une sorte de cahier des doléances. L'objectif commun, il est assez clair pour tout le monde et on s'appuie du coup sur une méthode de travail avec une animation basée sur la participation, favoriser la participation de chaque personne, être dans une ambiance plutôt conviviale que solennelle, donc des réunions où on partage un repas, des réunions qui ont lieu assez régulièrement, au moins une fois par trimestre. On s'appuie également sur un outil en ligne qui nous permet d'échanger en dehors des temps de réunion plénière. Et puis, des rôles qui sont définis entre les acteurs associatifs et socio-économiques qui apportent leur expertise d'usage, qui viennent échanger, qui font des propositions. Et puis, le SICOVAL qui apporte de l'information, qui va aussi prendre en compte les suggestions, les propositions qui sont faites par la communauté et qui va au final décider, arbitrer et expliquer ses choix quand il y a des choix qui se présentent.
Et puis, on s'appuie aussi sur des acteurs ressources avec des participations plus ponctuelles aux réunions de la communauté des modes actifs, mais qu'on va aller chercher pour leur expertise notamment. Ça peut être, par exemple, le CEREMA, qu'on invite au sein de la communauté des modes actifs pour donner son avis sur des propositions d'aménagement. Ça peut être d'autres acteurs comme Tisséo Collectivité, qui est notre AOM, sur la stratégie de développement des services de location vélo. Et puis, on a aussi des animateurs. On s'appuie sur une société publique locale qui s'appelle l'AREC Occitanie, qui est là en tant que prestataire technique pour favoriser le dialogue, jouer le rôle de gardien du temps, réguler, reformuler, enfin toute la partie animation, qui n'est pas notre cœur de métier puisqu'on est plutôt sur du technique de notre côté. Voilà, donc la méthode de travail, je vous en ai parlé, mais concrètement, comment on s'y est pris pour lancer ces communautés des modes actifs? Tout d'abord, on a commencé par partager un diagnostic autour des mobilités avec un état des lieux global et pointer les principaux enjeux. De là, on a, sur un deuxième temps, proposé aux membres de la communauté des modes actifs de faire des suggestions d'actions, de réfléchir à des actions, puis de les hiérarchiser. Vous voyez les travaux avec des post-it, puis qu'on regroupe, etc. Vous connaissez certainement ces méthodes-là, jusqu'à arriver à bâtir un plan d'action budgétisé, calé dans le temps, priorisé par domaine d'action, qui a été ensuite soumis à la gouvernance du SICOVAL, c'est-à-dire aux principaux élus concernés par les questions de mobilité, et qui a été validé. Donc, sur la CMA Nord, donc la première des CMA, on a eu 75 actions formulées, priorisées, et 17 ont été retenues. Et depuis donc 2018 qu'on a commencé à mettre en œuvre ces actions-là, sur les 17 actions retenues, 13 sont réalisées. La plupart des autres sont en état d'avancement assez important. D'autres ont été abandonnées également puisque plus pertinentes. Mais donc voilà, ça fonctionne bien. Sur la partie opérationnelle, alors comment on agit au sein de cette communauté? D'abord, on s'est organisé en groupes de travail. Les groupes de travail sont thématiques. On a 3 thématiques: la communication, les services et la partie aménagement. Ces groupes de travail vont préparer des fiches actions et ensuite mettre en œuvre les fiches actions en co-construction dès la phase amont des projets. Donc, on peut aussi, certaines des actions relèvent directement de notre schéma directeur, par exemple, mais le groupe aménagement va participer aux réunions avec les communes, le conseil départemental et les services techniques du SICOVAL pour définir ce qu'on attend de telle liaison intercommunale et comment, quel peut être l'itinéraire, le type de revêtement, la panneautique, la signalisation au sol, etc. Donc, cette co-construction va jusqu'à la mise en œuvre et quel que soit le domaine d'action, on procède à une évaluation annuelle des actions et c'est un temps de partage qui permet également, entre les groupes de travail, de faire un peu un état des lieux de ce qui a été réalisé. Voilà. Alors, plus concrètement sur des réalisations, pour le groupe communication, on a eu plusieurs actions type fête du vélo, événements challenge interentreprise, allons-y à vélo, pour favoriser l'usage du vélo sur le déplacement domicile-travail. On a eu également l'édition de Guide Vélo, un guide à destination des employeurs, comment favoriser le vélo près de mes salariés, un autre guide à destination des habitants et des salariés, avec un plan guide, des bonnes pratiques, toutes les informations sur se déplacer à vélo sur le SICOVAL, comment s'y prendre. Et puis, sur les aménagements, je vous en ai parlé, des repérages, des avis sur les projets locaux, des expérimentations aussi de solutions innovantes. On est en train de travailler avec la communauté des modes actifs sur un dispositif dernier kilomètre avec du stationnement, de la mise à disposition de vélos, du jalonnement spécifique en contact avec les entreprises d'une zone d'activité. Et puis, au niveau des services,
Le travail sur le stationnement vélo sur l'espace public avec des repérages qui ont eu lieu avec des membres et la définition de nouvelles offres de services vélo, VLS, vélo à assistance électrique en location longue durée, qui sont travaillés en partenariat directement avec l'AOM TICO. Voilà, alors c'est aussi une initiative, je tenais à le dire, qui a été soutenue sur le précédent appel à projet à vélo par l'ADEME et les C2E, donc, qui a permis de notamment cofinancer la partie intervention de l'AREC Occitanie, dont je parlais tout à l'heure. Et voilà, quelques mots sur ce qui fonctionne bien, mais je vais vous laisser lire un petit peu tout ça. Expertise d'usage, action concrète, privilégier la convivialité et cette richesse de la pluralité, c'est vraiment les choses qui ressortent de la bouche des membres de la CMA. C'est également ce qui ressort de l'avis de nos élus, hein. Et puis, quelques difficultés qu'on a pu rencontrer, notamment les écarts de perception sur le temps pour réaliser un projet entre une personne qui utilise le vélo et qui souhaiterait avoir un aménagement demain si possible, et puis la collectivité qui met en œuvre. Donc, on n'est pas tout à fait sur les mêmes temporalités. Ça, c'est un vrai écart sur lequel on travaille. Et puis, le fait que les personnes s'investissent sur un temps volontaire, donc un renouvellement aussi qui a lieu régulièrement et accueillir de nouvelles personnes. Donc, il y a une vie de la CMA à entretenir, on va dire. Et puis, depuis qu'on est en situation Covid, des réunions qui sont beaucoup moins conviviales, bien qu'on essaye de les animer de mieux qu'on peut avec des outils type Klaxoon, justement. Mais on perd en convivialité, en temps d'échanges informels qui sont très riches. Voilà. Pour la suite, on est sur vraiment deux axes forts. D'abord, la mobilisation des employeurs à travers la mise en place de plans de mobilité employeur ou plans de mobilité inter-employeur pour travailler sur la continuité des actions, sur des choses qu'on ne peut pas mettre en place en tant que collectivité, mais qui relèvent bien des entreprises. Et puis sur l'élargissement de cette démarche, donc on a, je vous l'ai dit, créé une deuxième antenne au sud qui a démarré en 2021 et l'objectif en fait d'étendre cette démarche des communautés des modes actifs à l'ensemble de notre territoire des 36 communes. Voilà, puis si vous avez des questions, je pense qu'on a un temps pour ça. J'ai peut-être un peu dépassé sur le temps prévu. Merci Pierre, c'est parfait. C'est Merci. parfait. Il y a eu quelques réactions dans le chat qui vont être remontées par Mathilde de l'ADEME. Oui, on a une question. Alors, ça devait être au tout début d'Agathe. Et c'était notamment l'outil en ligne utilisé par la CMA du SICOVAL. On a utilisé un outil que nous a proposé notre service informatique qui s'appelle Etoile, qui est un outil qui permet en fait de partager des documents, de partager également des actualités. Il y a des fonctionnalités d'agenda, des choses qui permettent de faciliter l'organisation en fait de chaque groupe de travail et de partager des informations. On n'est pas sur un outil optimal, il n'est pas très dynamique non plus, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir chatter, par exemple, en direct avec d'autres membres. Par contre, il permet d'avoir une base de données assez conséquente et les nouvelles personnes qui rejoignent la démarche vont y trouver du coup la matière nécessaire pour se mettre à niveau, entre guillemets. Voilà, mais on est à la recherche d'outils un peu plus adaptés à notre fonctionnement avec des personnes extérieures au SICOVAL. D'accord, merci beaucoup. Alors, une autre question à l'instant, du coup, c'est sur les groupes de travail, hein, et notamment, est-ce qu'ils sont représentatifs des habitants du territoire en termes Alors, d'âge? représentatif des habitants, on est loin d'une représentativité, hein. On n'a pas d'enfants, par exemple. On a quelques personnes retraitées. On n'a pas de personnes porteuses de handicap non plus. On est sur la base de personnes volontaires qui ne sont pas forcément des cyclistes, par contre, hein, mais qui ont une réelle volonté de faire avancer ces questions d'une mobilité durable. Donc, on a pas mal de représentants d'associations
environnementalistes, entre guillemets, de défense de l'environnement. Voilà, et puis en plus, bien sûr, les associations type FUB qui sont présentes sur notre territoire et très investies au sein de la CMA. Merci beaucoup. Une autre question, deux autres questions qui arrivent si on a un peu de temps. Donc, est-ce que les volontaires ont suivi une formation? Et c'est en lien avec du coup les effectifs. Donc, combien d'ETP de la collectivité mobilisés sur cette démarche? Donc, si je répète la première question, c'est est-ce que les volontaires ont suivi une formation? Alors, les membres de la communauté des modes actifs n'ont pas suivi de formation à proprement parler, mais l'intégration des personnes au sein de la communauté des modes actifs passe par la prise de connaissance et l'acceptation de la charte que j'évoquais tout à l'heure. Ça, c'est une première chose. Et puis, on a ce partage du diagnostic au démarrage de la démarche qui est essentiel, c'est-à-dire que c'est aussi un temps où on identifie qui fait quoi au sein de l'écosystème vélo du territoire, quels sont les grands projets, comment se prennent les décisions et quels sont ensuite, à partir des enjeux, quelles sont les manières d'aborder les différents enjeux pour pouvoir apporter des réponses adaptées. Voilà pour la partie, le volet formation. Après, c'est nous-mêmes, on se forme beaucoup auprès des participants, en fait, hein, qui nous amènent beaucoup d'informations, que ce soit du monde de l'entreprise ou les partenaires, mais aussi les habitants, avec leur expertise d'usage. Pour ce qui est de la gestion en termes d'équivalent temps plein, pour la collectivité. Donc, moi, je suis chargé de mission mobilité durable et la partie animation de la communauté des modes actifs, des communautés des modes actifs, représente environ un tiers de mon temps, un petit tiers de mon temps, je dirais. Le reste du temps étant sur les missions plus techniques. On a fait le choix d'externaliser la partie accompagnement sur le volet animation, ce qui est un vrai plus. Merci Pierre et merci Mathilde d'avoir fait le relais entre le chat et notre intervenant. Le temps passe et on va devoir passer la main à Valérie Brié-Jaunâtre du conseil départemental de Loire-Atlantique. Ça donnera un exemple départemental. Il y a eu des questions en ce sens tout à l'heure. Valérie, si vous nous entendez et que vous pouvez partager votre écran, c'est à vous. Eh bien, je vous entends très bien. Bonjour à tous. Donc, Valérie Brié-Jaunâtre, je suis responsable de la mission vélo au département de Loire-Atlantique et je vais vous présenter une expérimentation qu'on a menée sur le département de Loire-Atlantique, à savoir la mise en place d'un service de vélo, de location de vélo. Alors, hop. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Oui, Valérie, c'est très bien. C'est bon, d'accord. Donc, le département de Loire-Atlantique, on a voté un plan d'action en 2017-2027 avec 15 actions, dont une action qui était développer l'offre de services favorisant l'usage du vélo. Voilà. Et c'est dans ce cadre qu'a été décidé de créer une flotte de vélos départementale qu'on mettrait à disposition des comités de communes de notre territoire. Alors, pourquoi cette action et pourquoi ce service vélo? C'était vraiment pour favoriser la pratique du vélo sur les déplacements au quotidien, mais aussi inciter les territoires plus ruraux à s'inscrire dans une démarche de mobilité active en faveur de l'usage du vélo et du coup augmenter aussi la part modale sur ces territoires identifiés comme moins propices à l'usage du vélo. Alors, c'était vraiment un choix politique porté directement par notre président qui a décidé de travailler avec les EPCI et de mettre à disposition une flotte de vélos, une flotte de VAE. Alors, au départ, nous, quand la consigne nous est arrivée, la commande du président nous est arrivée, on ne savait pas trop travailler parce que c'était une flotte de vélos, mais on ne savait pas si ça allait être du VLS, du vélo longue durée. Et en faisant un benchmark auprès des territoires qui avaient déjà fait ce type de service, déployer ce type de service, à savoir des comités de communes souvent, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus judicieux de partir sur une flotte VLD, un vélo en location longue durée et de type VAE.
s'est posé aussi la question pour nous, département, parce que c'était voilà, une demande de notre président, et quid de la compétence, hein, puisqu'on en a parlé en première partie de l'intervention du CEREMA, on n'a pas la compétence mobilité, voilà. Pour autant, on fait beaucoup de choses en vélo, hein, puisque on fait des aménagements cyclables, pas toujours sur nos dépendances routières, c'est-à-dire routes départementales, hein. On peut aménager des voies vertes, voilà, complètement hors chaussée, hors accotement départemental, hors dépendance. Et puis, on fait aussi beaucoup de soutien au territoire pour que les intercommunalités ou les communes fassent des aménagements cyclables. Donc, on a cherché un peu dans la littérature, hein, et dans le Code général des collectivités locales, et on s'est inscrit sur la compétence équilibre territorial et solidarité que peut actionner le département. Voilà. Alors, fonctionnement du service. On a acheté une flotte de vélos de type vélo à assistance électrique et on a fait une convention de mise à disposition de 3 ans auprès de 4 intercommunalités. On a aussi mis à disposition un logiciel de gestion puisque c'est vite, on s'est rendu compte, les EPCI partenaires se sont vite rendus compte que c'était assez compliqué, même s'ils avaient que 25 vélos, mais de gérer 25 vélos sur un tableau Excel ou 50 vélos, ça pouvait vite compliquer. Donc, on a mis en place un logiciel de gestion. Le principe, c'est une durée de location de 1 an maximum. Donc, c'est pas une location pérenne. C'est pour donner goût au vélo, à ce type de mobilité assistance électrique. Donc, la gestion du service de location et l'entretien des vélos est assurée par les EPCI. Toutes les recettes sont conservées par les EPCI et ça les aide à faire fonctionner le service et notamment le contrat qu'ils peuvent passer avec des vélocistes locaux pour assurer la maintenance de la flotte. Et puis, on a travaillé aussi les 4 EPCI ensemble avec le département pour avoir une grille tarifaire unique recommandée et incitative. Donc, nous, le département, on ne pouvait pas s'inscrire dans une démarche en imposant des tarifs puisqu'on n'était pas dans le cadre d'une DSP, mais on s'est mis d'accord tous ensemble pour, via des benchmarks, on a regardé ce qui se faisait sur les autres territoires et pour avoir une grille tarifaire unique. Après, à chaque EPCI de faire son règlement propre à l'utilisation de son service avec des locations. Alors, sur certains EPCI, on a eu très vite beaucoup des listes d'attente importantes et ils ont décidé de réduire la durée de location à 6 mois maximum. Alors, l'accompagnement du département, ça a été quoi? Ça a été bien sûr l'achat de la flotte, mais aussi on a coordonné tout le service, le volet communication. On a aussi coordonné la location, c'est nous qui prenons en charge la location du logiciel de gestion. Donc, c'est la formation des EPCI sur ce logiciel. On a créé la marque Velila. Alors là, je vous ai mis un peu, c'est notre marque de vélo départemental. Voilà. Alors, pour ce projet, on a eu un soutien financier de l'ADEME dans le cadre de la paix vélo et territoire de 50 000 € parce qu'ils estimaient, nos collègues de l'ADEME estimaient que c'était un peu, alors des services vélo, il y en avait déjà sur le territoire, mais que ça soit une impulsion départementale, ils trouvaient ça très intéressant et c'est pour ça qu'ils nous ont soutenus dans notre démarche. Nos petits vélos, on les a achetés via Arcade, qui est une entreprise que je pense que pas mal de gens connaissent, qui est une entreprise de Vendée. Et on a fait un achat via l'UGAP, qui nous a permis de faciliter en fait l'achat et d'avoir des prix plus intéressants et aussi d'avoir des vélos plus rapidement. Bon, maintenant, ce n'est plus trop le cas parce qu'on vient de repasser une commande et on a 9 mois de délai. Mais on est environ à 1 610 € le vélo. Et on a pris un modèle, on avait le choix entre plusieurs modèles. Alors voilà, je vous l'avais à l'écran, on l'a redessiné, hein, puis mis à l'effigie de Velila. Mais on a essayé de prendre un modèle quand même très robuste pour qu'il y ait le moins d'entretien possible de nos partenaires des EPCI. Et puis, ce fameux logiciel ASEN, alors à l'époque, on a commencé à travailler, c'était en
en 2019-2020, on avait très peu de logiciels de gestion de flotte vélo. Il y avait 2-3 prestataires sur le territoire métropolitain. On en a trouvé un avec lequel on a déployé une application web pour les usagers. Et nous, ce qui était important, c'est qu'il n'y ait qu'une interface. Et puis après, qu'il y ait ce qu'ils appelaient 4 agences, c'est-à-dire nos 4 PCI intervenaient. On rentre sur l'appli web Velila et après, on choisit le PCI qui était doté sur lequel on voulait prendre la flotte vélo. Donc, ce logiciel fait les contrats, les paiements, factures, la maintenance, le suivi des vélos, voilà. Toutes les pièces détachées sont rentrées dans ce logiciel et on a une gestion différenciée par EPCI. Donc ça, je vous ai mis un peu des retombées presse qu'on a pu avoir et des retombées presse assez importantes avec nos élus qui s'étaient déplacés sur place avec les EPCI, avec les présidents des EPCI, avec notre président directement qui était venu déployer sa marque Velila. Alors, bien sûr, on suit cette expérimentation. Hein. On la suit à la fois par notre logiciel qui peut nous donner des données en temps réel, mais aussi via un questionnaire avant et après location que nous, on dépouille au département par notre service observation et via une plateforme, la plateforme Sphinx. Donc, on a eu un lancement en hiver, hein, c'était l'hiver dernier, en février, en janvier et en février. Et 2 mois après, on n'avait plus de vélos disponibles. Bon, savoir que la région de Blain, c'est à peu près 15 000 habitants. Ils avaient 25 vélos. Nozay aussi, 15 000 habitants. Pornicaglo, une communauté de communes plus importante. Et Estuaire-et-Sillon aussi, 70 vélos, des communautés de communes plus importantes. Mais voilà, on a eu très vite des listes d'attente. Ce qu'on pouvait en ressortir quand on a fait des distractions de nos questionnaires et du logiciel, on avait beaucoup d'abonnements, à peu près de majorité d'abonnements qui étaient à 6 mois. Peu de tarifs sociaux parce qu'on avait une grille quand même vers les publics cibles du département qui était incitative, mais on avait peu de tarifs sociaux. Un profil où on avait 77% de femmes, un âge médian soit 50 ans, voilà. Et une répartition territoriale qui était quand même assez homogène. C'était pas que la ville-centre qui captait tous les vélos, sauf sur la communauté d'agglomération de Pornic. Et là, du coup, ils ont fait un rééquilibrage, eux, avec leur règlement intérieur, en donnant des vélos, en attribuant des vélos à chaque commune. Et ce qu'on s'apercevait aussi, c'est que le recette couvrait en grande partie les frais de gestion de l'intercommunalité. Voilà. Alors, les points de vigilance quand même qu'on a pu avoir en faisant cette expérimentation, c'était le choix de la gestion. Nos collègues des EPCI, nos techniciens des EPCI ont fait des choix différents. Hein, soit ils ont délégué complètement la gestion du service et la maintenance. Voilà, donc ça a amené des marchés plus importants, hein, des prestations qui étaient plus chères par le vélociste, soit des marchés où il n'y avait que l'entretien de la flotte. En fait, ça dépendait de la RH qui pouvait mettre à disposition, c'est ce qu'on met après, le temps à RH accordé sur la préparation de lancement du service, parce que c'est vrai qu'on était venu vers nos techniciens EPCI, mais c'était pas voilà, ils n'ont pas renforcé pour autant leur effectif et c'était une tâche en plus. Donc, certains ont souhaité garder la gestion, c'est-à-dire être en interface directement avec l'usager et puis l'intercommunalité, c'est-à-dire assurer la gestion et la maintenance et l'entretien est fait simplement par le vélociste. Et il y en a d'autres qui ont délégué complètement la gestion et l'entretien. Pour autant, ça a mis du temps avec ces 4 EPCI. Hein, il y a eu un travail qui s'est fait à peu près sur 1 an, hein, pour définir les conventions de mise à disposition, pour se mettre d'accord sur des grilles tarifaires, pour choisir le logiciel ensemble, pour se former sur le logiciel, les validations élues, voilà, pour travailler sur leur règlement intérieur. Et eux, ils ont tout leur marché à passer avec des vélocistes. Donc, et la suite de notre expérimentation, eh ben, il a été décidé
il a été décidé de renforcer la flotte sur les EPCI déjà dotés, puisque compte tenu des listes d'attente, on leur a demandé s'ils souhaitaient des vélos en plus. Donc, certains ont demandé des vélos en plus. Et on a décidé de déployer aussi 12 vélos cargo. Alors, je vous ai mis une petite photo là, toujours chartée aux couleurs de Velila, mais pour faire connaître aussi cette nouvelle, la mobilité, ce type de mobilité qui était plus familiale ou pour faire des courses. Donc, et puis une deuxième phase, puisqu'on a sollicité tous les autres PCI de notre département pour savoir s'ils voulaient rentrer dans ce dispositif Velila. Et il a été décidé, il y a 6 autres PCI qui ont décidé d'intégrer ce dispositif. Et donc, on vient d'acheter de nouveau 470 vélos supplémentaires. Se pose bien sûr la question de quid de la flotte dans 3 ans. Hein, et donc, il y a des réflexions qui sont encore… C'est un projet, en fait, qui mûrit et qui se bâtit au fur et à mesure. Voilà. Quand on a ressollicité nos EPCI, ils nous ont… voilà, certains voulaient 5 vélos cargo, 70 VAE. Alors, on a essayé de définir des tranches en fonction du nombre d'habitants de l'EPCI. Voilà, donc moins de 20 000 habitants, on a décidé d'avoir que ça soit 40 VAE maximum et 2 vélos cargo. Pour autant, c'est pas on les sollicite et s'ils en voulaient que 25, voilà, ils pouvaient en prendre que 25, hein, ou un vélo cargo ou pas de vélo cargo. Par contre, on a des CPCI qui nous ont demandé 4 vélos cargo, voilà, selon la tranche d'âge, on leur a dit non, c'est 2 ou 3. Voilà, on a bâti comme ça une tranche qui nous donnait à peu près quand on ramenait au nombre d'habitants un vélo électrique voilà, pour 500 habitants ou 750 habitants. Alors après, je vous ai fait un petit zoom sur les services de location de vélos en Loire-Atlantique. Alors, vous allez voir en vert, ce sont tous les services vélos qui sont ouverts. Valérie, je sais que vous arrivez à la fin de votre présentation, mais il vous reste 2 minutes si on veut se garder un petit temps. D'accord, et ben voilà, services de location vert, dont ceux qui sont assurés, c'est les services Velila et les services de et en orange, on a tous les projets 2022 avec les services Velila assurés en orange. Donc, on voit que la couverture du département, il n'y a plus que 2 EPCI qui ne sont pas couverts par un service vélo. Voilà, et puis j'ai mis une dernière petite diapo sur les territoires. Il y a certains territoires qui, à côté de cette aide, de ce service vélo, prévoient aussi des aides à l'acquisition de vélos. Voilà, merci de votre attention et je rends la parole. Un grand merci Valérie. Désolé pour ce petit rappel et du coup c'est Mathilde de nouveau qui va remonter les questions du chat avant de conclure le webinaire. Oui, merci beaucoup Valérie. Alors du coup, il y a eu des questions, mais pour lesquelles il y a eu aussi des réponses directement dans la présentation. Alors par exemple, quel était le nom du logiciel de gestion? Donc on l'a vu, c'était Assen. Pour autant, il y avait une question sur quel est le coût annuel pour ce logiciel de gestion. Alors le coût annuel, alors attendez que je me rappelle. Ça dépend du nombre de PCI. Je crois qu'on paye une location à l'abonnement et je ne l'ai pas sous les yeux. Je crois que c'est 400 € par EPCI, à peu près. Alors, c'est vrai que ça nous coûte assez cher en abonnement. Et on a vu dernièrement sur un congrès qu'il y avait des nouveaux prestataires de logiciels de flotte, de gestion de flotte et d'entretien de flotte qui arrivaient sur le marché. Donc, on va essayer de renégocier notre contrat. Pour autant, s'engager sur 3 ans avec ce prestataire. D'accord, merci. Alors, on l'a vu aussi, combien de vélos par collectivité, comment déterminer ce chiffre. Donc alors ça a été vu, en on vient intégration, de le voir. Le tableau pour avoir un peu plus de… Donc En complément, on y reviendra à la fin du webinaire, hein, mais comme vous le savez, il y a d'autres dates qui sont prévues, et notamment la question des services vélos sera spécifiquement abordée le 23 mars de l'année prochaine. Du coup, on aura aussi l'occasion de revenir sur ces questions de dimensionnement des flottes. Tout à fait. Alors, une question qui me semble importante, c'était qu'est-ce que la gestion différenciée selon, c'est marqué sur le PCI, mais voilà. Oui. Qu'est-ce que la gestion différenciée? C'est que chaque
chaque PCI a bâti sa propre, alors ça, c'était gestion différenciée par rapport au logiciel, je pense. C'était plus ça, oui. C'est-à-dire qu'on a une porte d'entrée, unique Velila hein, sur le web. Et après, gestion différenciée, c'est-à-dire que le logiciel permet d'avoir il s'appelait ça 4 agences parce qu'au début, c'était pour du stationnement vélo, du stationnement voiture, mais au 4 parking, voilà. Et en fait, on peut aller, nous, c'était important qu'on ne voit pas sur notre logiciel Velila qu'on ait toute la flotte, mais qu'on ait chaque PCI qui soit repéré. Donc après, à la personne d'aller cliquer sur le PCI et puis il y a une gestion différenciée de toute la flotte des 200 vélos. C'était ça. D'accord, merci. Est-ce qu'on a encore le temps, Flavien, pour une ou deux questions? Oui, il Alors, reste on 3 minutes. a une question. Alors, peut-être ce sera directement avec Valérie, mais il y avait une question sur le ratio recette, le ratio, pardon, recette coût pour le PCI. Oui, alors là, il faudra que nous, on va refaire un bilan à 1 an, là, parce que c'est vrai que c'était compliqué, parce que plus, euh, plus il y a de changements de locataires de vélo, plus il y a d'entretien aussi, puisqu'à chaque fois que le vélo revient, il y a un entretien. Donc, on fera un bilan 1 an après, parce que les durées de location étaient de 12 mois maximum. Donc, on aura un peu plus de visibilité. Je pense que ça va dépendre des territoires. Hein, ça dépend vraiment des durées de location. Mais quand on avait fait un bilan intermédiaire à 6 mois, voilà, ça a équilibré à peu près. D'accord. Et du coup, une question, effectivement, hein, sur quelle a été la compétence du département qui a été mobilisée hein, pour justifier de ce service vélo? Voilà, bah, c'est ce que j'ai dit. On s'est un peu creusé la tête. Hein. Et puis, on est parti sur la mobilité et la compétence solidarité et puis équilibre territorial. C'est vrai que ça n'a pas été évident pour nous. Très vite, on sait, mais bon, c'était vraiment un projet porté directement par le président. Hein. Donc, fallait qu'on trouve. Et puis, dans tout ce qu'on fait, de toute façon, quand je voyais vos considérations par la loi MOB, nous, la loi LOM et puis la compétence mobilité, nous, on a une forte action en faveur des aménagements cyclables, aussi bien en maîtrise d'ouvrage qu'en soutien. Et voilà, on y va, quoi. D'accord, merci. Flavien, le maître du temps, tu me dis. Allez, je vous propose de passer à la suite et fin, qui va quand Merci même. pour vos questions. Merci Valérie. Merci à vous. Donc, on va procéder en 2 temps. On a un dernier temps participatif, comme tout à l'heure, hein, je vous l'avais promis. Et à la suite de ça, eh bien, on fera une petite synthèse de du webinaire. Et du coup, pour le temps participatif, on va retourner sur Klaxoon. Pour ce faire, je vais vous redonner le lien dans le chat tout de suite et vous allez arriver, eh bien, à condition d'avoir zoomé dessus, vers le tableau que je suis en train de vous partager dans le partage d'écran. Vous pouvez aller le regarder sur Klaxoon. Et donc, on a créé un tableau, j'ai la compétence mobilité ou je n'ai pas la compétence mobilité. Si on regarde les réponses que vous avez apportées au questionnaire tout à l'heure, eh bien, on peut se dire que au moins 46% d'entre vous ont la compétence mobilité. Il y a aussi des personnes qui ne savent pas, donc peut-être un peu plus. Et là, eh bien, l'idée, ça va être que vous nous présentiez les projets que vous avez suivant les différents axes de financement de l'appel à projet à vélo 2. Pour simplifier, axe 1, planification, axe 2, service, axe 3, communication, même si c'est un peu plus varié que ces simples mots que je viens de citer. Et eh bien, le jeu pour vous, ça va être de venir poser des post-it, hein, on le fait aussi sur Klaxoon, pas que en vrai, dans les cases qui correspondent à vos projets, en fonction de si vous avez ou non la compétence mobilité, et suivant quels axes ces projets sont décrits. Et donc, pour poser un post-it, certains connaissent Klaxoon, hein, on l'a déjà utilisé la dernière fois, mais il faut aller appuyer sur le petit bouton plus, là en bas de l'écran, je le fais en direct. Vous remplissez un post-it, ensuite vous appuyez sur le petit bouton envoyer, là, avec un avion en papier. Vous pouvez redimensionner votre post-it et venir le poser au bon endroit dans le tableau. Et évidemment, vous pouvez mettre plusieurs post-it. Voilà, n'hésitez pas à intervenir dans le chat si vous avez des difficultés. Et
Autre question, si vous le pouvez, maintenez bien verrouillé les différentes choses qui sont sur l'écran parce que là, si on bouge le tableau, ça va mettre la pagaille dans le travail de tout le monde. Et donc, moi, je commence à venir zoomer sur les projets. Alors, je me permets du coup, Flavien, certains l'ont fait et d'autres, il y a des post-it sans le nom de votre collectivité. Donc, n'hésitez pas du coup à ajouter le nom de votre collectivité lorsque vous apposez un post-it pour pouvoir mieux identifier aussi eh bien, les axes sur lesquels vous avez candidaté et sur lesquels vous travaillez actuellement. On va faire quelques éléments de commentaire sur votre réalisation, mais on ne pourra pas tout réorganiser en direct ou commenter en direct. Sachez que l'ensemble des éléments qui vous ont été présentés aujourd'hui, la vidéo et le board Klaxoon seront mis à votre disposition. Vous pourrez aussi venir y jeter un coup d'œil par la suite. Donc voilà, on voit qu'il y a beaucoup de candidats, on le savait, qui ont candidaté sur l'axe 1, donc la réalisation de schémas directeurs cyclables. Mon impression vue de loin, c'est que pour l'instant, c'est ici qu'on a le plus de post-it. Mais néanmoins, eh bien, on voit que sur tous les axes, les choses vont être réalisées avec ou sans la compétence mobilité. C'est une forme d'illustration des propos qui ont pu être tenus par les différents intervenants du jour. Notamment, eh bien, si on va vers la question des services, on voit que les services de location vont être mis en œuvre à la fois avec et sans la compétence mobilité. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir si chez vous, c'est des choses qui ont déjà été discutées, quelles compétences vous allez actionner pour justifier la création de ces services. Est-ce que les informations qui vous ont été transmises aujourd'hui par Valérie vont vous être précieuses pour la suite ou est-ce que vous aviez d'autres pistes? Voilà pour ces éléments. On gardera ça précieusement en tout cas. Ça donne à voir une bonne vision d'ensemble de votre participation au webinaire et des projets qui vont être les vôtres pour les 3 années à venir. Je regarde, je vois qu'il y a des réactions dans le chat. Ça ne concerne pas forcément l'exercice. Mathilde, est-ce que tu as des réactions par rapport à ce qu'on peut voir dans le klaxon? Alors, il faut que je zoome parce que c'est assez dense. Et c'est vrai que c'est révélateur finalement du fait qu'il y a eu énormément de candidatures sur l'axe 1. Ce qu'on voit pour autant, c'est que pour l'axe 1, avec ou sans la compétence mobilité, eh bien, on voit qu'il y a, il y a des projets qui se mettent en place ou qui sont déjà lancés. Pareil sur l'axe 2. Alors, si je zoome un peu plus, c'est vrai que cette question, voilà, quel levier, quelles compétences activer pour pouvoir mettre en place notamment les services vélo, c'est quelque chose, c'est vraiment des questions intéressantes. Donc, on voit que voilà, ça reflète bien finalement aussi ce qui a pu se passer en termes de résultats à cet appel à projet. Puis ça montre aussi que vous avez beaucoup de choses à dire et c'est très intéressant. Ça vient toujours enrichir voilà, la réflexion et les discussions. Eh bien, merci à tous. Vous pourrez encore mettre quelques post-it si vous souhaitez le faire et si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire dans ces quelques minutes. On va arriver à l'heure qu'on avait fixée pour la fin du webinaire, même si on a commencé quelques minutes en retard parce qu'on attendait que la salle d'attente se remplisse un petit peu.
Donc, on va se livrer un rapide exercice de synthèse et puis, Mathilde, je te laisserai le mot de la fin Mhm. après également avoir indiqué les prochains webinaires qu'on vous propose. Euh, Merci à tous pour votre participation au webinaire. On a vu que cette question de la gouvernance, elle était quand même assez complexe, avec un certain nombre de compétences qui sont favorables au développement du vélo, mais qui ne sont pas toujours portées par les mêmes collectivités. Donc, il y a un enjeu de mettre ces compétences en synergie, de travailler dans un format multipartenarial et d'arriver à faire converger des enjeux avec parfois des collectivités qui n'ont pas forcément la même couleur politique, pas forcément les mêmes objectifs. Voilà, tout le défi est là. Mathias nous a rappelé que sur le territoire national, il y avait environ 500 collectivités qui avaient choisi d'avoir la compétence mobilité, 500 qui avaient refusé de l'avoir, et donc cette compétence, elle est donnée plutôt aux régions. Et du coup, eh bien, on a retrouvé un peu cette ordre de grandeur lorsque vous avez répondu au sondage. J'ai annoncé 46% tout à l'heure, sachant que certains d'entre vous n'avaient pas les éléments de connaissance pour nous dire s'ils avaient ou non les compétences. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que d'un côté, certains d'entre vous disposeront de la compétence mobilité, ce qui leur garantira une vision d'ensemble, euh, une forme de légitimité, ainsi que les outils pour construire une véritable stratégie coordonnée en s'appuyant sur les plans de déplacement, les plans de mobilité, pardon. Et puis, il y aura d'autres lauréats parmi vous, eh bien, qui n'auront pas la compétence mobilité, ce qui ne les empêchera pas d'agir. En effet, vous pourrez porter certaines actions au titre d'autres compétences. On a vu l'exemple de Vélida avec justement la compétence d'équilibre territorial et solidarité. Mais vous pourrez aussi porter certaines actions eh bien, en collaboration avec d'autres partenaires via des systèmes de financement éventuellement. Donc, ça laisse quand même un certain nombre de possibilités euh, dans ce que vous allez pouvoir réaliser pour développer le vélo sur vos territoires. Et donc, eh bien, ces éléments, ils ont été, je viens de le citer, illustrés par le conseil départemental de Loire-Atlantique sur la question de la location du vélo, une question assez spécifique mais importante, même s'il a été cité à la fin que le département intervenait aussi en maîtrise d'ouvrage et en soutien aux collectivités porteuses de projets. Et puis, ça a été aussi illustré par Pierre du Sicoval, enfin, sur l'exemple du Sicoval, avec un exemple quand même assez inspirant, hein, une gouvernance très collaborative qui se nourrit des retours du terrain et de l'appréciation des usagers, à la fois dans le diagnostic, dans les propositions d'action, et à la fois sur les plans des aménagements, des services et de la communication. Donc ça, c'était l'exercice de synthèse euh, auquel je me suis prêté. Donc, merci à tous les intervenants pour ces aspects. Je prends juste une petite seconde de plus pour vous présenter eh bien, les prochains webinaires que nous allons organiser plus ou moins dans ce format. Vous avez donné déjà certaines dates la dernière fois, mais la liste des webinaires confirmés s'est enrichie. Donc, le 11 janvier, on parlera de la voirie cyclable et de ses fondamentaux. Le 25 janvier, nous parlerons des obligations législatives et réglementaires des gestionnaires. Le 8 mars, nous parlerons stratégie vélo, comment l'animer, comment communiquer. Et le 23 mars, nous parlerons service vélo. Bien, j'ai terminé, Mathilde. Si ça te convient, je te propose de porter le mot de la fin de ce webinaire. Tout à fait. Merci beaucoup, Flavien, du coup, pour, mine de rien, ce compte rendu très, pas évident à faire, hein, sur un sujet qui est quand même vraiment riche, vraiment intéressant, et qui nous a montré, hein, on a pu voir au travers des différentes présentations qu'il est malgré tout possible, hein, d'agir en faveur du développement de l'usage du vélo avec ou sans la compétence mobilité, même si c'est un sujet qui au début semble vraiment peut être complexe, en tout cas à appréhender, mais on a vu qu'il existait vraiment des leviers, des solutions, des possibles, hein, pour mettre en place vraiment, voilà, des solutions concrètes, hein, et durables en faveur du vélo. Alors j'en profite pour rappeler, oui, le webinaire est enregistré. Tous les supports de présentation seront disponibles en tout cas à l'issue de la présentation.
Et effectivement, ce webinaire est le dernier pour l'année 2021. Donc, je veux remercier tout de suite tous les participants, mais aussi les intervenants, vraiment leur remercier pour la richesse de leur présentation. Donc, évidemment, le CEREMA avec Thomas et Flavien. Mathias Gint, alors Julien Philippot n'était pas là, mais du coup, c'était Nathalie Pitaya, excuse-moi si j'écorche ton nom, Pierre Guilbeault et puis Valérie Brié-Jaunâtre. Merci à vous pour vos présentations. Et pardon, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'année, puisqu'on ne se revoit qu'en 2022 pour le prochain webinaire. Donc, comme l'a dit Flavien, le 11 janvier pour le prochain webinaire, qui sera aussi le premier de l'année 2022. Donc, sur ce, je vous remercie à nouveau pour votre participation à ce webinaire et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous. Merci.